expliquerait que le président Laurent Gbagbo continue d'être retenu à la CPI? Je crois qu'il n'y a pas de profit à ce niveau. Mais vous savez certainement que quand il y a quelqu'un qui est jugé pour avoir commis soit un crime, soit un délit, le fait qu'il reste en prison, c'est pour être puni. Ce n'est pas absolument parce que le camp adverse doit absolument recevoir un gain quelconque là-dessus. Et pour le cas d'espèce, je le réitère tous les jours, à la CPI, il y a la politique et il y a le droit. Telles que les choses sont parties en Côte d'Ivoire, je pense que les partis en présence, les antagonistes comme on les a appelés, sont en train de chercher une voie et moyen pour que les frères ennemis réussissent enfin à se parler. Donc, à mon avis, ça ne profite à personne. Mais à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté. Parce que les gens ont tendance à parler d'une justice des vainqueurs. Mais rappelons-nous ce qui s'est passé avec le procès de Nuremberg. Je n'ai jamais entendu que les Alliés se sont retrouvés devant la barre. C'est ceux qui ont perdu la guerre qui se sont retrouvés là-bas. Imaginez ce qui se serait passé. Comme quoi, on continue de pratiquer la justice des vainqueurs? Ce n'est pas la justice des vainqueurs. Quand vous glissez, ayez quand même le courage de regarder où vous avez glissé avant de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour qu'on arrive à 3000 morts? Les gens ont tendance à éluder complètement. J'ai entendu quelqu'un dire ici que les chefs d'État sont venus voir le président Laurent Gbagbo et qu'il aurait accepté. Mais combien de fois, moi, j'ai vu les chefs d'État de l'Union africaine se rendre à Abidjan pour essayer d'entendre raison à ce chef d'État et qu'ils sont repartis de là avec la honte. Comment vous pouvez aujourd'hui venir dire à la face du monde? Mais moi, je voudrais rappeler quand même, Madame Juliana Tade, que le fait d'intervenir sur un plateau de télévision, nous devons savoir que l'histoire retient ce que nous disons. Nous ne sommes pas là uniquement pour des positions partisanes. Nous devons savoir que notre position doit aider la jeunesse. Parce qu'après nous, il y a des jeunes qui sont en train de grandir. Ils doivent retenir quelque chose qui peut être vérifiable. Nous savons tous qu'il y a eu des injustices qui ont créé des frustrations et de là, la rébellion a vu le jour. Comme quoi, monsieur Paul Ken, Laurent Gbagbo pêche aujourd'hui d'avoir tout simplement aspiré à présider à la plus haute magistrature en Côte d'Ivoire et surtout d'avoir mené les rebelles, si vous voulez, les opposants à la paix. Il n'a pas péché. Il se trouve que la rébellion prenait de plus en plus l'ampleur et il fallait faire asseoir les frères ennemis sur une même table et négocier. C'est à partir d'une négociation qu'on est arrivé à c'est pas un péché. Je dis c'est à partir d'une négociation que Guillaume Soro est devenu Premier ministre. Et c'est la communauté internationale qui a aidé à rapprocher les positions. Si c'était resté dans cette guerre-là, la Côte d'Ivoire aurait fait couler beaucoup plus de sang. Merci à vous, monsieur Paul Ken. Je préfère que l'on évolue dans le débat. C'est vrai que son développement suscite des réactions. S'il vous plaît, il y a ce message de Lisette Jacqueline Zemi qui dit « Je suis l'Afrique ». Parce qu'on parlera de l'Afrique, je ne saurais être indifférente. Ceux qui sont chargés de juger mes frères Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont-ils qualifiés? Je dis non. À tous deux, je dis ceci. Tout est possible à celui qui croit. Tenez bon, celui en qui j'ai cru ne vous abandonnera pas. Damaris Ngunju, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, on parlait de ces attaques terroristes au Burkina Faso. Avant les attaques, on a estimé que on pouvait douter de ce que la présence de Laurent Gbagbo ramène la paix définitive, surtout qu'on a affaire à des terroristes qui ne sont pas des terroristes ordinaires. Permettez-moi d'insister sur cette expression. Les attaques du Burkina Faso, parlons-en. On peut remarquer que l'axe Abidjan-Ouagadougou est de plus en plus glacial, surtout que d'énormes soupçons pèsent sur le pouvoir législatif et même exécutif de Côte d'Ivoire. De nos jours, Manuela, disons que c'est Juliana, c'est au-delà des soupçons. Prenons des faits. Qui a attaqué l'autre jour? Les pistes sont en train de se diriger vers les forces terroristes qui seraient dans le nord du Mali. Mais rappelons-nous qu'il y a de cela quelque temps, à Ouaga étaient hébergés beaucoup de forces rébellion de l'Afrique, qui, de Charles Taylor lui-même, qui les Sierra Leonais, qui les rebelles ivoiriens, mais surtout
quand les fonctionnaires, quand les Français avaient été enlevés à plusieurs reprises par les terroristes venant du Mali, qui allait faire la négociation? Nous voyons encore le grand nom du général Diendéré. Le général Diendéré avait des relations particulières parce qu'en réalité, c'était l'homme de terrain du président Compaoré dans toutes les négociations avec les mouvements terroristes, avec les mouvements rebelles. Particulièrement pour faire les négociations, pour plusieurs Français qui avaient été enlevés, c'est lui qui allait au front. Curieusement, ce sont ces mêmes terroristes qui ont attaqué l'autre jour. L'on peut dire, sans risque de se tromper, surtout que quelques semaines avant, il y a eu des éléments qui ont fomenté des mouvements pour aller enlever le général Diendéré de la prison à Ouaga. Ça, c'est d'un. Mais surtout, à côté de cela, il y a l'élément qui est plus clair, qui pousse aujourd'hui le président Diendéré, que le général Diendéré en prison, qui sont les écoutes téléphoniques liées au coup d'État, au coup d'État manqué. Il y a des faits très clairs. C'est pourquoi de nos jours, même la radio du colon en a parlé, c'est pourquoi de nos jours, il n'y a presque pas de démenti. Premièrement, il y a une conversation entre le président Soro Guillaume et Diendéré, où Soro Guillaume est en train de l'encourager à faire un coup d'État. Mais surtout récemment, il y a des éléments encore plus probants qui sont sortis. Par exemple, la conversation entre le général Soumaïla Bakayoko, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, avec Diendéré, qui est en train de l'encourager, lui disant clairement que si lui, il ne passe pas l'acte, ça va être très mal pour lui, il va se retrouver à l'étroit, voire même ces éléments de la RSP vont être contre lui. On met cela de côté. Les écoutes téléphoniques, par exemple, du lieutenant-colonel Zakaria Kone, qui appelle l'épouse de Diendéré et qui lui dit « Maman, nous sommes avec toi, nous avons des hommes, nous avons tout le matériel, nous allons vous soutenir, nous allons vous défendre, fais le coup d'État. » Et quand on quitte là, même en France, il y a des coups de fil qui venaient de France, qui appelaient le général Diendéré, qui lui disait de faire le coup d'État. Pourquoi? Parce que c'est la seule solution qui pouvait permettre à Diendéré de retrouver une place digne de ce nom. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il devait se retrouver à l'étroit. Tous ces événements-là, mis en place sur une période de 3 semaines, Juliana, qui la tentative de coup d'État, qui la tentative de les enlever de prison, qui ces différents coups de fil-là, et ensuite les différents mandats. Surtout que le même jour où il y a un mandat contre le président Guillaume Soro, le même jour il y a des attaques à Ouaga. Ouaga n'avait jamais connu d'attaque terroriste, notons-le, d'attaque djihadiste. Ouais. En réalité, l'on peut dire que c'est comme on appelle ça la théorie du bang-bang en ce qui concerne la création de l'univers. C'est trop de coïncidences pour être simple, pour être saine. C'est pourquoi, de manière simple, l'on peut affirmer que des personnes qui ont tiré des ficelles pour les attentats de Ouaga sont en liaison directe avec Diendéré, qui en liaison directe avec des autorités quelque part à Abidjan. C'est pourquoi de nos jours jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti sérieux de l'État à Abidjan pour disant nous ne connaissons rien de ces affaires, de ces appels téléphoniques, parce que on ne peut pas impliquer trop de personnes à la fois dans un montage. Ce sont des faits qui sont là et les faits sont têtus. Merci à vous, Dalvaris, de nous rappeler ces faits-là. On va revenir pour interroger la quiétude même de ces différentes autorités politiques, mais on reprend le standard en espérant avoir normalement nos téléspectateurs. Il y a M. Alamine qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Alamine, on vous écoute. Pas de problème là, on est prêt, on est habitué. Alors, décidément, la technique fait des siennes ce soir. Que se passe-t-il? On espère avoir nos téléspectateurs dans la suite du débat, mais je préfère me retourner vers vous, hein. Jules Diawé. Alors, on parlait tantôt de ces attaques, les écoutes téléphoniques et autres. Et il y a une question que Dalvaris a tantôt posée, hein. Alors, il n'y a que depuis les attaques à Ouaga, il y a des experts qui sont arrivés de la France et des États-Unis. Et il n'y a que jusqu'ici, aucune arrestation n'a été enregistrée. Des personnes ont été parfois arrêtées pour être interrogées, mais relâchées également. Il n'y a pas d'arrestation véritablement formelle qui montrerait qu'on est sur une piste qui mène quand même à ce que l'on retrouve, à la piste qui mène au commanditaire des différentes attaques. Vous voyez bien, bel et bien que Ouaga, ce n'est pas Paris. Lors des attentats de Paris, on a tout mis en œuvre, même les satellites. La Lune a travaillé, le Soleil a travaillé, les étoiles ont travaillé. Et tout ça a permis de tuer les
Les présumés les présumés, terroristes, ouais. sans preuve qu'ils sont terroristes. Mais quand c'est sur le continent africain, on joue à l'à peu près. Pourquoi l'à peu près? Parce que c'est dans l'à peu près que l'on renforce les liens, que l'on négocie avec les dirigeants sur le partage du gâteau. Les Américains qui ont porté la candidature de Kaboré dans une telle situation vont essayer de reprendre le contrôle sur le partage du gâteau africain, notamment du gâteau burkinabé avec la France. Et donc, ce que je vais vous dire, ce qui se passe à Ouaga est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sert de base arrière à la rébellion qui doit attaquer et déstabiliser le régime de Kaboré. Et cette déstabilisation, ce qui s'est passé a pour objectif principal de remettre la France en facteur, puisque la France avait perdu le contrôle des manettes du Burkinabé, avec la chute de Compaoré, avec la montée en puissance de Kaboré et la victoire de Kaboré qui est un pro-américain. Vous savez, entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et dont les intérêts de la France étaient fortement menacés. Vous allez comprendre pourquoi les politiques françaises ont tout fait pour que l'arrestation de Soro ne se fasse pas en territoire français. Pour que pour que le mandat d'arrêt signé par le juge de Paris ne soit pas exécuté. Parce qu'ils avaient encore besoin de Soro pour résoudre l'équation Burkina Faso. Et aujourd'hui, avec le scandale des écoutes téléphoniques, qui démontre à suffisance l'implication de Soro et l'implication de la France. Parce que Soro, c'est la partie visible de l'iceberg. Les Kone Zakaria, vous savez très bien qui ils sont. C'est les gars qui ont tué, violé, pillé des milliers, des centaines de milliers d'Ivoiriens pendant la rébellion au Nord. Ce sont eux aujourd'hui qui veulent repartir à la conquête du pouvoir politique au Burkina Faso et sont encore prêts à violer, piller, tuer des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été punis. Parce que leurs crimes sont restés impunis. Et là, on revient purement dans le conflit ivoirien pour dire que ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le résultat de ce qui a été fabriqué, structuré en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont tué, pillé, violé pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sont les mêmes qui aujourd'hui se remettent en route pour les mêmes exactions afin de prendre le pouvoir au Burkina Faso et de le donner à un des leurs. Mais tout ça au prix de quoi? Au prix du sang des femmes africaines, au prix du sang des jeunes africains. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons trouver l'intelligence africaine mise au défi. Nous devons trouver des solutions pour éradiquer de l'Afrique ce type de personnes. Nous ne devons plus composer avec ce type de personnes parce qu'elles nous ont montré à suffisance leur côté animal, leur côté inhumain. Et donc, Juliana Tada, les faits sont têtus, l'histoire est têtue. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo qui a créé l'ivoirité. Celui qui a créé l'ivoirité a été victime de l'ivoirité. Cette personne s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le jour où il a instauré la carte de séjour sans avoir mis sur pied les critères d'acquisition de la nationalité ivoirienne, c'est ce jour-là qu'on a créé le concept d'ivoirité. Parce que c'était un grand économiste qui, plutôt que de venir démontrer aux Ivoiriens comment il faut cultiver et multiplier le revenu, il a cru qu'en fixant un prix de la carte de séjour à 500 000, parce que la Côte d'Ivoire avait 10 millions d'étrangers, ça suffisait pour combler les caisses. Mais voilà le résultat aujourd'hui. Les mauvaises politiques produisent toujours de mauvais résultats. Donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'on libère Gbagbo tranquille. Gbagbo est à la haie. Ce n'est plus lui qui aujourd'hui est en train d'attiser le feu à Ouagadougou. Ouaga qui avait servi de base arrière à une rébellion qui l'a déstabilisé. Gbagbo est à la haie. Il passe son temps à lire, à écrire, à préparer sa défense. Aujourd'hui, les faits sont là. Dieu n'est pas fou, Dieu ne dort. C'est la preuve que nous, à Afrique Média, depuis 5 ans, on a eu raison de soutenir Gbagbo. Oui, j'ai soutenu Gbagbo, je l'assume. J'ai soutenu Gbagbo parce que j'ai refusé l'imposture. L'imposture des néocolons qui viennent toujours en Afrique nous imposer. Imposer des hommes qui vont servir les intérêts, proposer leurs intérêts. Voilà.
27 milliards en 5 ans. C'est un record historique. 27 milliards de dollars déposés dans des comptes américains par le couple Ouattara. C'est encore Barbeau, alors qu'on a écumé toutes les banques du monde, on n'a même pas trouvé un seul compte au nom de Barbeau. Mais il est à la haie. Merci. Merci à vous, hein, Jules Ndiaye, président Bandakani d'Alvarez Ngunju. Parler tantôt des médias colons. Je vais faire parler de ces médias français qui ont confirmé l'authenticité de la voix de Guillaume Soro dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Ce n'est pas un fait anodin que cela soit publié par les médias. Alors, à qui profite de telles révélations? À quoi rime la charge de M. Guillaume Soro quand on sait que les Africains ne sont pas à même de pouvoir mener de telles authentifications? Ben, écoutez, Julien Latada, mais il ne faut pas qu'on dise que les Africains. Permettez-moi, Jules, j'allais dire, président Bandakani, désolé de vous arrêter. Hein, on a des difficultés à avoir nos téléspectateurs. On me signale à la technique que cette fois, c'est la bonne. Au téléphone, bonsoir, vous vous présentez, on vous écoute. Hein. Allô? Allô? On vous écoute, monsieur, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ouais, regarde. Tu me fais ficher. Tu me fais ficher. Bienvenue, monsieur Sissi, on vous écoute. Baissez complètement le volume du poste récepteur, s'il vous plaît. Alors, décidément, avec nos téléspectateurs, ce n'est pas la joie aujourd'hui. On va essayer de prendre cet autre téléspectateur. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne, très cher, on vous écoute. Décidément, le son qui nous fait quelques infidélités aujourd'hui. Alors, on va prendre ce message de M. Baouka qui dit « Ma sœur Juliana, je voudrais qu'on se respecte un peu. Ce monsieur Pékin, alors, vous demandez le respect, je vous invite également à respecter les panélistes sur le plateau. Néanmoins, je vais donner la suite du message. Il dit il n'a pas les informations sur la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le président Gbagbo, il doit revenir pour terminer le combat qu'il a commencé. Ici, en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé et ce qui se passe. On ne peut pas se réconcilier sans Gbagbo. Il faut que vous sachiez, lui qui a créé la rébellion, c'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire. Merci à vous. On reprend le standard. Est-ce que cette fois, c'est possible d'avoir quelqu'un en ligne? Bonsoir, bienvenue. Décidément, je préfère me retourner vers vous, Bandakani. Alors, à quoi c'est la charge de Guillaume Soro qui a... Vraiment, merci, je vous remercie. Finalement, on a le téléspectateur en ligne. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Allô? Allô? Voilà. Mais aussi le sujet de la libération de l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, là, franchement, je ne pense pas si c'est possible. Alors, obligé d'interrompre cet appel à l'endroit de nos téléspectateurs. Si vous voulez participer en direct au débat, baissez complètement le volume de votre écran de télévision, baissez-le complètement, vous coupez le son et vous aurez le retour dans votre combiné téléphonique. Je me retourne vers vous, président Bandakani. C'est la théorie du sale boulot. Ça s'appelle la théorie du sale boulot. Quand vous mettez le pied dans des intrigues dont vous ne maîtrisez pas les contours, ça se termine toujours comme ça. Je caricature pour que tout le monde le comprenne. De quoi est-ce qu'il s'agit, ma Juliana Latada? Le conflit ivoirien. Le conflit ivoirien, quand on remonte au début de cette crise, quand vous regardez le rôle historique de la Côte d'Ivoire, c'est comme on peut parler de la configuration géopolitique française, du précaré. Quand vous regardez le rôle que joue la Côte d'Ivoire, depuis les années 60, depuis même les années 40,
depuis quand Houphouët était encore ce jeune planteur, qui était syndicaliste et qui était même révolutionnaire. Quand vous regardez ce rôle-là, quand vous regardez les intérêts qui étaient en jeu, vous voyez bien que historiquement, M. Guillaume n'y avait pas de place. Guillaume Soro n'avait pas de place là. Il n'avait rien à faire là-bas. Comment est-ce qu'il se retrouve? C'est comme M. Ouattara finance la rébellion. Les vidéos existent, tout le monde le sait, ils étaient 3. Ils ont dit, ils ont avoué devant le monde entier que M. Ouattara les envoyait 25 millions chacun. C'est connu. Tous les mois. Donc, alors, il les a instrumentalisés. Alors, Guillaume Soro, lui, il était la personne la moins indiquée pour se retrouver dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il connaît beaucoup de choses. Il est mêlé, comme on dit, il connaît les choses qu'il ne devait pas connaître. Et aujourd'hui, les intérêts ont besoin de sacrifier un agneau pour que les dossiers soient désormais maîtrisés. Mais il a la bonne tête du sacrifice. Voilà la vérité. On peut sacrifier M. Ouattara. C'est lui qui a la bonne tête du sacrifice. Voilà la vérité. Pour être encore plus clair, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qu'on appelait Jonas Savimbi. Je l'ai rappelé ici. Jonas Savimbi a connu ses heures de gloire lors de la guerre civile angolaise. Parce que lui, il était l'homme des Américains contre les Dos Santos, les Agostino Neto, qui étaient à l'époque affiliés, apparentés au camp de la Russie. Lorsque la guerre froide se termine, Général Tada, les Américains décident que maintenant, leurs intérêts imposent que l'homme dans la situation, c'est Dos Santos. Savimbi était multimilliardaire. Il avait des avions, des jets privés. Il était comme un chef d'État. Il avait des ambassades dans certains pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Quand il y arrivait, on le recevait comme un chef d'État. Quand les Américains lui ont dit, monsieur, les données ont changé. Va t'aligner derrière Dos Santos. Les temps ont changé. Il a dit non. Il avait la grosse tête. Je ne suis pas n'importe qui. Eh bien, les Américains l'ont fait tuer. On l'a crivé de 17 balles. On l'a tué 17 balles. Donc, pour dire que aussi vrai que le monde est vieux, ce n'est pas la première fois que dans des conflits mafieux, que dans des intrigues mafieuses, il y a toujours un agneau sacrificiel qu'on va liquider le moment venu pour que, comment on dit ça, pour que les traces soient effacées. C'est ce qui a été passé avec Guillaume Soro. Il y a les grands enjeux là en Côte d'Ivoire. L'après-Ouattara a déjà commencé. Parce qu'il y a des choses comme, bon, je veux respecter la Côte d'Ivoire, comme on met Paul Mken le demande souvent, mais on sait très bien que le président Ouattara, comme les hommes de son âge, a des petits soucis de santé. Je vais rester poli. Mais la question de la situation en Côte d'Ivoire est déjà engagée. Et il y a des intérêts en Côte d'Ivoire qui estiment que Guillaume Soro est un danger. Et non seulement il est un danger, mais il ne peut pas respecter certains codes non écrits. Il n'est pas le seul dans le groupe des rebelles. Beaucoup de rebelles font profil bas. Ils veulent aller s'asseoir tranquille quelque part, manger leur argent, pourvu qu'on les protège. Et que ce qu'ils savent, ce qu'ils ont comme information, qu'ils gardent ça pour eux. Mais lui, il ne veut pas avoir ce type de profil, Général Tada. Lui, il va aller au-delà des codes non écrits. Il va aller au-delà du code non écrit. Oui, c'est ça. Il va aller au-delà du code non écrit. Or, actuellement en Côte d'Ivoire, lui, il n'est pas dans cette liste-là. Il n'est pas dans cette liste-là. Voilà le problème. Voilà le problème. Je termine rapidement. Oui. Non seulement il ne veut pas respecter le code non écrit, mais en plus, il met le feu dans les pays voisins à côté. Il va plus loin. Moi, j'étais en train de... Paul Mken est en train de rire. Je lis ici dans le Jeune Afrique. Ce journal que je n'aime pas beaucoup. Lors du dernier coup d'État, au Burkina Faso, 300 gilets pare-balles trouvés chez lui. On a arrêté 5 hommes en armes, dont 4 proches de membres de la RSCP et un colonel de l'armée de l'air, qui ont reçu beaucoup d'argent. Pour l'instant, ils ne disent pas qui ils ont reçu. Mais quand on lit la suite, les gars disent que nous avons des éléments nouveaux qui démontrent de façon claire l'implication directe de M. Guillaume Soro dans le coup d'État qui a failli renverser le régime de transition en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Oui, parce que c'est trop pour une personne. Merci à vous, Président Badakani. À ce propos, donc, on va suivre un autre avis. Il s'agit de celui de Luc Michel, qui nous appelle depuis Bruxelles. Luc Michel, bonsoir. Il y a que cette affaire des écoutes téléphoniques de Guillaume Soro vont au-delà
de l'imagerie populaire. On vous écoute, Luc, à ce propos. Ce que vous appelez les rebondissements dans l'attentat de Ouagadougou, il n'y a pas de rebondissement. Il y a une campagne de presse qui est menée par des officines, par des réseaux de barbouzes, à la fois liés à la France-Afrique et à la fois liés au réseau de l'OTAN en Europe. Lorsque vous étudiez ces soi-disant rebondissements, le terme est de Jeune Afrique. Je déplore constamment, émission après émission, de voir la thématique de Jeune Afrique envahir la rédaction d'Afrique Média. On va quand même parler franchement. Derrière toutes ces soi-disant rebondissements, révélations, il y a une seule et même personne. C'est une journaliste qui s'appelle Leslie Varenne. Le problème, c'est que Leslie Varenne publie des articles sans source, sans preuve, sans témoins. On les prend pour argent comptant parce que plus haut certains ont décidé comme cela, et on voit même des analystes, notamment au Cameroun, faire du copier-coller, c'est pas de l'analyse politique, biffer le nom de Madame Varenne, présenter ça comme des révélations de leur soi-disant réseau, et Madame Varenne, à ce moment-là, devient la source de ses propres délires. On va parler franchement, c'est l'histoire du chien qui court après sa queue, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Moi, quand je vois une telle campagne avec de tels moyens, eh bien, je suis un homme curieux et j'enquête. Je vais enquêter. J'ai une habitude d'enquête de 15 ans sur Internet. Dans ce cas-ci, je vais avouer, j'ai eu très difficile parce qu'on est dans des réseaux barbouzards et parce que le terrain a été nettoyé. Vous savez qu'il existe des officines spécialisées qui nettoient Internet pour vous. Eh bien, les protagonistes dont je vais vous expliquer, moi je vais cibler nom après nom qui sont les organisateurs de la campagne contre Guillaume Soro. Eh bien, c'est très simple. On ne les trouve pas sur Internet, on ne les trouve pas sur Wikipédia, comme par hasard. Wikipédia, ce n'est pas une encyclopédie en ligne, c'est une officine de désinformation liée au service secret de l'OTAN. Leslie Varenne, par elle-même, elle n'est pas très intéressante. Elle n'est en fait que la potiche qu'on a choisi de mettre en vitrine pour dissimuler l'opération. C'est une journaliste cataloguée de tiers-mondiste. Elle appartient à cette gauche tiers-mondiste, proche notamment de Mme Taubira en France, et dont on sait le mal qu'ils ont fait à la cause africaine. Mais elle a également des entrées à l'Élysée, où depuis plusieurs semaines, elle sème la panique. Au niveau de la cellule Afrique de l'Élysée, retenez bien, cellule Afrique de l'Élysée, vous êtes au cœur de cette France-Afrique qui existe toujours, malgré les dénégations de Sarkozy ou de Hollande. Derrière Leslie Varenne, il y a un institut qui s'appelle Iveris, c'est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques à Paris. Le site, en fait, démontre qu'il s'agit d'un institut bidon. Il n'y a quasiment pas d'activité, quelques publications. On a mis Mme Varenne en avant parce qu'elle a publié 3 livres. La personne intéressante à Iveris, c'est sa directrice. C'est une Hongroise. Elle s'appelle Ayalnaka Vince. Qui est-ce? Eh bien, là, vous allez comprendre. On plonge au cœur des réseaux Atlantis. C'est une analyste indépendante, mais entre 1997 et 2004, elle a travaillé comme chercheur en charge des questions de sécurité transatlantique et de la défense européenne à l'Institut des études stratégiques du ministère hongrois de la Défense. Et là, moi, je suis retombé en terrain inconnu. Jusqu'à l'avènement du régime Orban, c'est en effet en Hongrie que se trouvaient les think tanks destinés à l'action psychologique et à l'attaque des adversaires, journalistes, hommes politiques de l'OTAN. En 2006, j'ai moi-même été attaqué par de soi-disant chercheurs du même ministère hongrois de la Défense et de ses ONG, notamment un journaliste roumain, Popescu, qui m'attaquait pour mon rôle dans le monitoring de référendum de la République moldave du Dniester, ce qu'on appelle la Transnistrie. À partir de ce moment-là, vous commencez à mieux comprendre. Il faut continuer à chercher. C'est un système, non pas de poupées russes, puisque ces gens sont en fait au service de l'OTAN, mais de poupées gigognes. Elles s'emboîtent les unes dans les autres. La principale partenaire de Mme Vince, c'est très simple. C'est un institut hongrois qui s'appelle le BHKKA. C'est le Center for Security and Defense Studies, en anglais. Il a été fondé en 1990. La quasi-totalité de cet institut, c'est en fait quoi? C'est de faire la propagande de l'OTAN
et de ce qu'on appelle le partenariat oriental de l'Union européenne. Merci à vous, Luc Michel. Pas vraiment dans le sujet arrêté ce jour. On parle, je crois que ça vaut la peine de le rappeler pour l'ensemble de nos téléspectateurs. On parle du procès Gbagbo, les écoutes téléphoniques de Soro et le rebondissement dans les attentats au Burkina Faso. On va prendre la route de Djamena au Tchad pour revenir conclure sur ce sujet et bien sûr nous interroger sur l'avenir des relations entre Ouagadougou et Abidjan. Isaac Dimanche, vous avez à nouveau l'antenne. Oui, Julien Natada. Et également, ici, nous écoutons impatiemment les intervenants de Douala et surtout l'analyse de Michel Luc qui vient de faire sa lecture de l'actualité. Mais tout de même, nous nous interrogeons ici avec vous, Monsieur Kalandi et Naidandi. On se demande pourquoi, après l'attaque, après le mandat d'arrêt lancé contre Soro, comment on peut comprendre ça? Juste, on lance un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et le lendemain, c'est l'attentat. C'est quand même curieux, non? Monsieur Isaac, il faut reconnaître que Afrique Média fait beaucoup d'efforts pour mener le débat sur l'actualité en Afrique, et surtout pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est vrai, il y a ceux qui enfin ont des positions prises. Nous autres, nous faisons partie de ceux qui enfin voudrions bien que tout ce qui se passe en Afrique devait trouver des solutions à l'immédiat parce qu'il n'est pas de notre intérêt de jeter de l'huile sur le feu. C'est vrai, quand vous voulez rapprocher le mandat d'arrêt lancé contre le président de l'Assemblée Soro et les attentats au Burkina Faso, quand on veut les rapprocher, il faut reconnaître que c'est des faits indéniables que nous ne pouvons pas peut-être nier, mais c'est des approches parce que nous n'avons pas aussi les preuves de démontrer que enfin ces deux événements sont liés parce que l'un est venu après l'autre. Mais ce que je peux dire par rapport à la situation qui se passe en Côte d'Ivoire et au Burkina, c'est que si enfin le feu est allumé, ce n'est pas de l'intérêt des deux pays. Il faut reconnaître que ces deux pays d'Afrique de l'Ouest là ont en commun l'espace économique, politique et social. C'est le meilleur partenaire économique d'ailleurs. Ça, vous le savez que le peuple burkinabé c'est le peuple ivoirien, même si enfin, d'une manière ou d'une autre, les gens tentent de le nier, mais il faut reconnaître que c'est seulement les frontières, mais c'est un même peuple. L'un dépend de l'autre économiquement, socialement, et cet espace économique est géré par des institutions d'ailleurs considérées en Afrique à un passé récent comme étant l'institution sous-régionale qui avait réussi l'intégration africaine. Et aujourd'hui, que un pays veut allumer le feu chez l'autre ou l'un doit allumer chez l'autre, je pense que ça ne serait pas du tout une bonne chose et les deux pays n'ont pas intérêt à se verser dans des situations qui ne seraient pas à leur avantage. Mais tout de même, il y a de l'anguille sous roche quand on constate très sincèrement que même juste pendant l'attentat, la gestion médiatique de l'ambassade de France au Burkina Faso et la réaction des autorités, les informations étaient en contradiction. Pourquoi cette guerre médiatique? Oui, mais vous savez que c'est comme on le mène en ce moment à Afrique Média, parce qu'il y a des positions. Non, nous parlons des informations révélées et aux médias. Il y a également Jeune Afrique qui a publié une erreur, une très grande grossièreté avec le titre pour parler de façon plus concrète. Sur son titre, à la une, il y avait des fautes, tout ça. Mais tout de même, de l'autre côté, nous avons vu concrètement qu'il y a quand même des positions de chaque côté de chaque média, pourtant proches
de la France proche du Burkina Faso. Oui, bon, mais ce qu'il faut éviter dans la politique intérieure d'un pays, ce n'est pas de mener le débat par rapport à des débats, à des médias interposés. Parce que les médias aiment le sensationnel. Ils sont en quête d'information et ils mènent le sensationnel, chacun en dit à son tour. Mais ce qu'on devait comprendre ici, c'est la position du Burkina Faso. C'était de comprendre qu'est-ce que réellement le Burkina avait donné comme information pour ce qui concerne l'attentat. Nous, aujourd'hui, on n'ignore pas que nos pays d'Afrique sont à la merci des terroristes. Ça, c'est connu. Et si enfin un État devait mener encore des actes de terrorisme contre un autre État, mais nous nous posons la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons faire comprendre, c'est le moment pour nous, de faire comprendre que le terrorisme est un mal qu'on devait chercher plutôt à extirper et que de créer des problèmes à l'un ou à l'autre. Ce n'est pas peut-être pour l'intérêt d'un individu que la Côte d'Ivoire pourrait tenter d'allumer le feu au Burkina Faso. Mais non, nous ne parlons pas de tous les Ivoiriens. Nous voyons qui joue le jeu en Côte d'Ivoire. De façon claire, nous le savons. Mais comment ça se passe qu'il y a un mandat d'arrêt qui est lancé, le lendemain, il y a également attentat. Et nous savons très bien que c'est lui qui fut le patron du Burkina Faso, Blaise Compaoré, il a été le médiateur. C'est lui qui a essayé de mettre sur le banc les terroristes, si vous voulez qu'on les appelle comme ça, MNLA et consorts en sardine. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, M. Isaac, comme vous, qu'à l'époque, il y a eu des arrestations. Et ceux du MLA n'étaient pas touchés, qu'un opposant nigérien était même arrêté au Burkina parce qu'on les aurait vus en compagnie des terroristes et tout. Mais ce qui est important, c'est de voir la position des Burkinabés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je sais que dans tout le débat que nous sommes en train de mener, l'élément essentiel y est. Seuls les services secrets du Burkina en savent quelque chose. Parce que là, ce n'est pas à mettre sur la route, parce que à l'heure où on parle, les enquêtes continuent, n'est-ce pas? Donc, je salue d'ailleurs beaucoup d'hommes d'État se sont déplacés pour soutenir le Burkina Faso dans cette situation, au nombre desquels le président de la République du Tchad qui a effectué le déplacement du Burkina Faso pour aller compatir avec son collègue Kaboré. C'est déjà une bonne chose. Mais moi, je lance un appel pour signifier à ceux qui croient que le terrorisme est un élément qu'il faut utiliser pour déstabiliser le pays. Ce n'est pas à l'avantage de ceux-là. Et à l'endroit de la Côte d'Ivoire, si enfin ce qui se raconte venait à être vérifié, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à s'embrasser que de se déchirer. Monsieur Duniatok Yanga, nous avons de façon claire l'analyse sur ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Est-ce que réellement, il n'y a pas vraiment une tension qui risque vraiment d'être un choc entre les deux peuples? Nous ne craignons pas cela? Oui, mais le choc est déjà là. Parce que, comme les panélistes l'ont déjà dit, il y a problème depuis. En 2011, quand on était à Ouaga, au FESPACO, pour exposer nos tableaux, on a vu devant un salon de coiffure la photo d'Alassane Ouattara. Là, Gbagbo n'était pas encore déposé. Et les jeunes burkinabés nous disaient quoi? Que Ouattara, c'est lui leur président. Que c'est lui leur président. Et aujourd'hui, vous posez la question de savoir pourquoi mandat d'arrêt contre le Soro et les attaques terroristes ont commencé. J'ai toujours dit que les terroristes sont des victimes eux-mêmes et ensuite ils font des victimes. Parce que ils se basent sur le Coran, soi-disant, pour faire des attentats. Mais ce qu'ils viennent de faire comme attentat au Burkina Faso, quelle raison ils ont donné? Parce que s'ils n'ont pas une raison claire à donner, pourquoi ils ont fait attentat au Burkina Faso, c'est qu'ils sont encore des victimes et ils sont donc utilisés. On se cantonne seulement sur les appels téléphoniques pour dire que les attentats
ont été commandités depuis la Côte d'Ivoire, soi-disant par Soro. Mon grand frère vient de dire qu'on n'a pas les preuves. Mais un panéliste de Douala a dit dans les semaines passées que normalement, on ne devait pas se baser sur les tests ADN du corps de Sankara pour poser le problème de Sankara et aussi de sa lutte. Donc, on ne doit pas se cantonner seulement sur les appels téléphoniques pour chercher des preuves si seulement l'attentat est commandité depuis la Côte d'Ivoire. Depuis ce temps où on commence à détecter les failles des appels téléphoniques entre Abidjan et Ouaga. Mais même à Douala, les gens peuvent venir donner des instructions à Ouaga pour que l'attentat puisse être perpétré, même à Douala. Donc, même si à travers les écoutes téléphoniques, rien n'est authentifié, mais entre Ouaga et Abidjan, il n'y a pas de frontière. Si les jeunes Burkinabés ont dit que Ouattara est leur président, mais il y a les pigeons voyageurs qui peuvent venir donner des ordres pour que l'attentat puisse être perpétré pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ce que je regrette beaucoup, en Afrique, quand un chasseur part à la chasse, tout le village attend qu'il vienne avec du gibier pour la joie de tout le monde. Et je regrette beaucoup que nos aînés qui ont travaillé dans les organisations internationales comme Ouattara aux États-Unis à FMI et que même les Africains de la diaspora qui sont là, qui reviennent comme Charles Taylor pour organiser des guerres ici en Afrique, c'est vraiment déplorable. Il faut que ça s'arrête. Si on part quelque part, pour se former, pour se forger, il faut revenir avec des choses positives pour développer l'Afrique. Parce que il y a un Africain qui a écrit dans la présence africaine au temps de Alioune Diop qui dit que toutes les communautés possèdent leur grandeur propre et lorsqu'on commence à croire en la grandeur des autres, on gagne en sagesse et en profondeur, car à sa propre force, on ajoute celle des autres. Donc si les Africains sont partis à l'étranger pour se former, étudier, il faut qu'ils nous reviennent ici avec des choses positives. Mais ce que Ouattara a fait, il vient et il alimente la rébellion depuis le Burkina pour faire tout ça, ça ne marche pas. Bagbo, de qui nous avons parlé tout à l'heure, est d'ailleurs grand croix de l'ordre national du Burkina Faso. C'est Blaise Compaoré qui l'avait donné ces mérites-là. Et nous pensons que les Ivoiriens et les Burkinabés ont intérêt d'être unis. Et unis, nous serons forts en Afrique. Et unis, nous pouvons davantage dire que l'intérêt à défendre, c'est l'Afrique. Et est-ce que réellement, la Côte d'Ivoire, qui a des personnalités, qui a une bonne position économiquement, qui a un peuple qui est vraiment très, très fier d'être africain, et le Burkina Faso, un pays des hommes intègres, est-ce qu'ils sont manipulés pour qu'ils soient vraiment... Mais bien sûr qu'ils sont manipulés. On met en exergue l'économie grandissante de la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire a une grande économie et que la Côte d'Ivoire est manipulée contre les autres pays, si la Côte d'Ivoire continue toujours à être l'élément des Occidentaux contre les Africains, mais quel est le rôle de son économie? Sinon, c'est utilisé pour tuer les enfants africains. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays africains, par rapport à ce que nous faisons ici à Afrique Média, tous les pays africains doivent se soutenir entre eux. Donc, on pense que si l'économie ivoirienne est une économie qui va de l'avant, cette économie doit plutôt contribuer pour le panafricanisme, pour le développement de l'Afrique, pour la paix en Afrique, mais pas être toujours au service de l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai dit, les gens nous ont dominés par la tête. Donc, si nous devons aussi nous libérer, c'est par la tête aussi que nous devons nous libérer. C'est pourquoi, encore une fois de plus, merci à Djamena qu'on va retrouver pour la deuxième partie de cette émission. On va à nouveau tenter d'avoir les téléspectateurs en espérant, pourquoi pas les avoir. On me fait signe que le premier est calé. Bonsoir, on vous écoute. Bienvenue. Bonsoir Ivoire Tougou pour votre intervention. Bonsoir Juliana. Bonsoir Ivoire Tougou. Bonsoir Bachi. Bonsoir à tous. C'est la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. La technique est en train de nous créer des problèmes, mais je pense qu'on va parler. Je voudrais dire ce soir que vous voyez, la Cour pénale internationale est une machine infernale.
sommet de l'Organisation des Nations Unies. Et cette juridiction est difficilement justifiable en droit dans une note. Mais nous voulons dire que Gbagbo Laurent nous a dit. Nous avons appris avec Gbagbo Laurent la réconciliation. Nous avons appris avec Gbagbo Laurent également de convaincre l'adversaire et non le vaincre. Nous avons appris avec Gbagbo Laurent que sans lui, il n'y aura pas également de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et d'ici, avant le procès, le président Laurent Gbagbo a parlé. Il dit que d'ici peu de temps, le jour va se lever et il y aura également une paix totale en Côte d'Ivoire. Et ça a été confirmé par Abou Dramane Sangaré, qui veut dire qu'aujourd'hui, les lignes bougent. Et nous voulons saluer ici, nous voulons saluer également le Black Caucus américain, nous voulons saluer le lobby noir américain, nous voulons saluer le lobby juif américain. Tout cela également qui sont en mouvement pour la libération du président Laurent Gbagbo. Tout le monde entier qui est en train de tout faire pour qu'il y ait la paix et que la Côte d'Ivoire ne se détruise plus. Je pense que nous saluons également tout le panafricanisme et les pays dignes aujourd'hui qui sont en train de faire ce travail pour que Blé et son père soient également libérés. C'est pour vous dire que d'ici peu de temps, effectivement, les choses vont se faire parce que les lignes sont en train de bouger. Juliana, pour finir, je vais dire simplement que la garde de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voyez, Dieu est en train de faire un travail, et ce travail, tout le monde est en train de le voir. Mais c'est Dieu qui est fort et c'est Dieu qui est grand. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, je vais m'arrêter là. Merci. Merci à vous, Pasteur Soua. Avant de retrouver le prochain appelant, ce message d'Alain Gancha, Affaire Soro. La réalité derrière tout ceci est que Soro a grandi et est devenu l'ennemi de ses anciens maîtres d'hier, depuis que ces maîtres ont comploté avec Ouattara pour faire de lui un président d'Assemblée nationale sans pouvoir, tout simplement pour permettre à Ouattara le droit de signer les accords dangereux avec eux sans son droit de regard. Ils ont d'abord voulu le museler à Paris, mais notre Voix d'Afrique Média les a effrayés. Ils ont donc utilisé le Burkina pour le faire, car si Soro se tait, le tour est joué. On reste au téléphone. Bonsoir, on vous écoute, bienvenue. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Allô? 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 Oui, allô, je vous écoute. Allez-y, monsieur, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, est-ce que je suis à l'antenne? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, c'est Maître Calvin depuis Port-Gentil. Moi, j'appelle là pour dire que les Blancs, là, les Français, là, nous prennent pour des bébés. Comment pouvez-vous... Prenons un petit exemple. Deux enfants qui sont en train de lutter. L'autre tape son frère, il le blesse. Vous venez, vous prenez celui qui est blessé et vous partez, vous le tapez encore. Vous rendez cet enfant plus violent qu'avant. Cela veut dire que Laurent Gbagbo aujourd'hui est le panafricaniste des panafricanistes. Je ne sais pas pourquoi les Africains continuent à avoir peur et à dormir. Ça, c'est un problème que c'est toute l'Afrique, je dis toute l'Afrique, qui devait se soulever comme un seul homme pour lutter contre cette injustice de Laurent Gbagbo. Vraiment, ça fait mal. On nous traite encore pour des bébés. Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays occidental? Non, demandons-nous. Est-ce qu'on peut arrêter un président français ou européen et fermer dans des conditions comme ça? Est-ce que c'est possible de nos jours? Un premier ministre français se lève, insulte un président africain comme si c'était son enfant. Ce n'est pas acceptable. Les Africains devraient se soulever comme un homme dans tous les pays et marcher. On ne doit plus avoir peur. On est quand même déjà à partir d'un certain temps de siècle. On étudie, on comprend. Merci pour affirmer cela. Je vous remercie de tout cœur. Et c'est le travail de conscience. Alors, s'il y avait des marches dans les pays africains, lors de cette marche, c'est une occasion pour passer le message. Parce que pendant qu'on parle là, les autres sont dans des bars, ils boivent, ils ne comprennent pas. Alors que si le peuple était conscientisé par les marches, des soulèvements, ça n'empêche pas au président de travailler. En marchant, on ne gêne pas un président. Qu'on nous laisse marcher pour dire que
Vraiment, ce que les Européens nous font là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vraiment. Regardez deux présidents qui luttent. On arrête un, on met en prison. Mais normalement, Laurent Gbagbo devait être en prison avec Alassane Ouattara. On doit juger Laurent Gbagbo avec Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, qui l'accuse? Et on a dit le juger avec qui? Il luttait avec qui donc? Laurent Gbagbo luttait seul. Non, vraiment, sont sérieux. Laurent Gbagbo n'était pas seul. Il avait un adversaire. Et où est son adversaire? Devant là-bas. Et finalement, c'est un parodisme de justice. Ça n'a pas de sens. Vraiment de Dieu. De nos jours, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on comprenne ça. Merci à vous, Paul Gentil. Avant de retrouver le prochain appelant, ce message de Miracle et Nougat, les attentats du Burkina révèlent le rôle de traîtrise joué par Abidjan depuis le feu au Fouette-Boigny. Au téléphone, bonsoir, on vous écoute. Ouais. Allô, bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Ouais, bon, bonsoir Afrique Média. Alors, difficile d'échanger, hein, quand la télévision a un son aussi haut. Veuillez le baisser, s'il vous plaît. Les téléspectateurs, baissez complètement, coupez complètement le son de votre télévision avant de nous appeler. Vous aurez le retour dans votre téléphone. On reste donc en ligne pour prendre notre appelant. Bonsoir, on vous écoute, bienvenue. Oui. Bonsoir, madame. Madame, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Allô. Bon, d'accord. J'appelle de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire la chose suivante. Je pense que depuis que vous parlez de l'affaire Gbagbo, je pense que rien de nouveau ne se passe. Et depuis 2010-2011, vous en parlez. Mais j'aimerais dire une chose. Parce que la chaîne Afrique Média, je ne sais pas si vous ne faites pas attention au recrutement des panélistes. Parce que ce n'est pas pour des personnes que peut-être les gens reçoivent à faire les émissions. Je m'adresse particulièrement à celui qui s'appelle Bandakani, je ne sais pas si c'est Bandakani, mais quoi. Il est très arrogant, il fait de fortes analyses, et il a de la haine. Je pense qu'on ne se donne pas le privilège de parler des autres avec la haine. Il est vraiment haineux. Et puis tout ce qu'il dit, il construit, tout est faux. Il remonte à Okoboigny pour remettre en cause, et on parlait de miracle ivoirien, et le palais de la tête s'est cloué. C'est de la haine. C'est la haine, ça. Il ne démontre rien. Je pense qu'on doit inviter des gens qui sont au-dessus des problèmes financiers. Et puis le monsieur qui a un képi rouge, là. Il parle de quoi qu'à l'âne. C'est n'importe quoi. Il y a des gens plus sérieux qui... Alors, interruption avec le téléspectateur, on aurait bien aimé l'entendre, hein, jusqu'au bout. Et on aurait surtout souhaité qu'il argumente ses propos pour aller au contre-pied de ce que dit M. Bandakani et les autres panélistes. Ici, les questions d'opinion, opinion et contre-opinion, c'est ce qui nous intéresse davantage. En tout cas, merci d'avoir appelé. Je crois qu'on va prendre le dernier téléspectateur de cette série d'appels. Bonsoir, on vous écoute, bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les deux plateaux de l'Afrique Média. Moi, je voulais tout dire tout simplement. Il y a des gens qui appellent pour appeler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux types d'Ivoiriens. Il y a ceux qui ont été à l'école et il y a ceux qui ont visité l'école. Ceux qui ont visité l'école, ce sont ceux qui sont du côté Alassane. Parce que, comment dire, s'ils comprenaient ce que chez l'Afrique Média disait, les gens qui sont sur le plateau, ceux qui sont en train de dire, s'ils comprenaient ça, ils n'avaient pas accusé des gens directement ou indexé des gens directement. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que
les gens expliquent sur le plateau. C'est ça la vérité. Parce que s'ils comprenaient le français, c'est que les gens sont en train de dire, ceux qui sont aujourd'hui en train de lutter pour l'Afrique, s'ils comprenaient ça, ils n'avaient pas indexé le monsieur sur le plateau. Parce que ces gens d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui supportent à la salle sans comprendre pourquoi aujourd'hui, comment dire, la Côte d'Ivoire est dans cette situation, il doit se poser des questions. Parce que si ce monsieur, s'il était vraiment un Ivoirien, parce que c'est un rebelle, parce que celui qui appelle là, c'est un rebelle. Parce que pour un rebelle, pour lui, il faut prendre des armes pour faire chose, comment dirais-je, pour faire la discipline. Et non. Parce que ce que les messieurs, ces intellectuels qui sont sur les plateaux, ce n'est pas pour faire l'éloge d'un individu, mais ce que aujourd'hui, ce que l'Afrique Média apporte à l'Afrique est très important. Parce que quand nous autres qui écoutons ou qui regardons cette télévision, elle nous apprend beaucoup de choses. Parce que vivre en Europe, écouter cette télévision, regarder cette télévision, ça te change beaucoup de choses. Alors ce monsieur qui est en Côte d'Ivoire qui appelle, parce que c'est tellement que je suis énervé, les mots me manquent pour qualifier ce monsieur, parce que tout simplement je vais m'arrêter là, parce que ce monsieur, il a visité seulement l'école, mais il n'a pas, il n'a pas étudié. Je m'arrête là, monsieur Bakani, ce n'est pas la peine d'écouter cet individu et continuer à sensibiliser les Africains pour que l'Afrique puisse aller de l'avant encore et pour ne pas qu'on soit toujours sous la domination de ces colons qui nous mettent toujours en retard. Merci et bonne continuation. Merci à vous, hein, Paul Kofi, merci. Vous estimez que parce qu'on n'a pas été à l'école, on est incapable de comprendre un certain nombre de choses. C'est pas bon. C'est sûr que des personnes qui n'ont justement pas fréquenté, comme vous le dites, ont le sens du discernement et comprennent, contrairement à ce que vous pouvez penser, un certain nombre de choses. En tout cas, je vais mettre cela sur le compte de l'émotion. Merci de nous avoir appelés. On sort de ce sujet avec vous, Paul Ken. Alors maintenant que le Burkina Faso a déployé des troupes à sa frontière avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela augure pour l'avenir de cette sous-région, pour l'avenir des relations entre les deux pays? Oui, je crois que depuis un certain temps que l'affaire des écoutes téléphoniques a commencé à faire des choux gras dans la presse, il se trouve que d'après ma modeste analyse, la Côte d'Ivoire, il faut le dire, depuis la chute de Blaise Compaoré, est devenue un terrain où la révolution manquée de Thomas Sankara continue à faire sa course. Il y a également un autre constat. Les adversaires du régime ivoirien actuel à Abidjan, les extrémistes, ceux qui ont perdu la main, parce qu'il faut reconnaître que le balai citoyen a permis une révolution au Burkina Faso. Malheureusement, cette révolution leur a échappé. Il y a un troisième pôle qu'on appelle les forces exogènes. Un mot qui est très cher à notre frère qui est souvent à Yaoundé, je crois, Jean de Dieu ici. Il se trouve, d'après certaines analyses, que depuis un certain temps, le régime ivoirien ne respecte plus certaines puissances occidentales. Et ce manque de respect, notamment lors d'une rencontre en Europe, le président Ouattara avait déclaré que sa salle d'attente était désormais pleine. Ça n'a pas fait plaisir à certaines personnes. Il y a également le fait que depuis un certain temps, la Côte d'Ivoire, sous le régime de Ouattara, a déroulé le tapis rouge aux Marocains qui possèdent plus de 25% des nouveaux investissements. Donc, dans certaines analyses, on constate que ce qui se passe au Burkina Faso est le fait que la révolution est atterrie entre les mains de personnes qui ont accompagné le président Compaoré pendant plus de 20 ans et que ces personnes ont démontré qu'en réalité, les idées sankaristes n'ont pas pu émerger. Parce que c'est difficile quand même à comprendre que ceux qui
ont amené le Burkina Faso sur un terrain de l'émergence, surtout au plan des idées panafricanistes. Ces gens-là sont écartés du pouvoir. Ça montre que, quelque part, le Burkina Faso est passé à côté de sa révolution. Et maintenant, ces forces exogènes dont j'ai cité tantôt sont en train de s'appuyer au même moment que les adversaires du régime ivoirien sur les écoutes téléphoniques pour créer un certain désordre en Côte d'Ivoire. Et à mon avis, quand on parle d'un cordon ombilical qui est en train d'être rompu avec le pouvoir ivoirien, je pense que pour un pays comme le Burkina Faso, qui est le 10e pays en termes de relations économiques avec la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que les autorités ivoiriennes en ce moment ont adopté une position qui, ma foi, est positive. Ils n'ont pas accepté de répondre du tic au tac. Notamment, j'ai suivi les interviews du... Mais rappelons que les parlementaires ivoiriens ont demandé le retrait de cette... j'allais dire le retrait, qui voudrait que Guillaume Soro soit arrêté par rapport à tout ce qui a été perpétré jusqu'ici comme crime au Burkina Faso, notamment le coup d'État perpétré par le général. C'est une position politique. Ouais. On ne peut pas négocier sans avoir une force qui brandit la menace et sous la table, il y a la négociation. Quand le Premier ministre dit que cette affaire, nous trouverons un moyen pour revenir à la table de paix, il est important quand même que le camp de Guillaume Soro, avec ses députés, brandisse aussi la menace. Parce que, comme je l'ai dit, il y a le droit et il y a la politique. Merci à vous, Paul Ken, pour sortir définitivement de cette question. Avec vous, Davary Ngunju, l'affaire des écoutes téléphoniques et ces crises perpétuelles semble mener l'opinion sur une piste précise, alors qu'il semble y avoir une autre non négligeable, celle de l'ancien président, dont l'inquiétude d'où il se trouve devrait quand même amener les uns et les autres à s'interroger. En réalité, ce n'est pas une autre piste. La piste de l'ancien président est liée à la première piste, dans la mesure où les hommes de terrain à Ouaga, le général Djindéré, est l'un des éléments de l'ancien président. Mais quand nous sommes en train de sortir sur le sujet et que le protagoniste principal, ou les protagonistes principaux sont le président Barbeau et Charles Blé Goudé, je dirais que c'est extrêmement important et ça c'est l'occasion pour le président Ouattara d'entrer dans l'histoire, de se mettre du bon côté de l'histoire. Il peut encore bien faire les choses. Il faut bien comprendre comment ça se passe en matière judiciaire. Premièrement, il y a le principe de pas d'intérêt, pas d'action en matière judiciaire. Et premièrement, quelle est la partie qui a manifesté l'intérêt pour que Blé Goudé et Barbeau soient au niveau de la CPI? C'est l'État ivoirien. Ça veut dire en termes simples que si l'État ivoirien prend une disposition pour se retirer, ça serait déjà un plus pour que Barbeau puisse être libéré. Et de l'autre côté, ça revient au niveau du procureur. Et c'est ce que je vois maintenant dans la stratégie adoptée par les anciens présidents africains. C'est que le procureur peut décider qu'à l'état actuel, tenant compte d'un certain nombre d'éléments, je me retire, je ne poursuis plus le président Barbeau. Et là, cela peut commencer par une déclaration verbale, claire et ferme. Il ne se fait pas tard. Nous sommes encore le 26 aujourd'hui et le procès commence après-demain. L'État ivoirien, par la voix des personnes qui la représentent, en l'occurrence le président Ouattara et même le président Soro, peuvent faire une déclaration ouverte devant tout le continent africain disant nous arrêtons de poursuivre le président Barbeau. Ça sera au moins pour la forme. Mais de l'autre côté, Bensouda peut arrêter les poursuites contre le président Barbeau. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de Barbeau. La sous-région a besoin de Barbeau et de Blé Goudé. Tout cela, pas pour eux-mêmes seulement, mais pour qu'ils puissent venir participer à la pacification de ce pays-là. Et actuellement, c'est l'objectif, non seulement pour le président Ouattara, pour la sous-région, mais en réalité pour tous les Africains, ça devrait être l'objectif. Merci à vous, Davary Ngunju. Vous faites bien de le rappeler. Libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé ou pas libération, il faut bien que, comme l'a dit Paul Ken, que ce soit la justice qui prime et non la politique, si véritablement la CPI veut ramener la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Nous allons donc laisser nos tentacules à la CPI et même en Afrique de l'Ouest pour suivre cette actualité de très près, mesdames et messieurs. C'est un sujet qui reviendra très prochainement sur les plateaux d'Afrique Média. On va donc juste le refermer pour cette édition et ouvrir la page qui nous mène au 26e sommet de l'Union africaine. L'on parle des droits de l'homme et des droits de la femme.
Comment apprécier l'approche genre? Je vous invite à suivre d'abord cet élément signé de Magloire Léopold Yando. On se retrouve juste derrière. 26e sommet de l'Union africaine. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, siège par excellence de l'Union africaine, abri du 21 au 31 janvier 2016, le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce sommet axé sur le thème panafricain des droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes, remet sur la table de négociations la vaste question du développement durable en Afrique. On ne saurait cependant parler du développement durable dans le monde, particulièrement en Afrique, où les pays en voie de développement constituent un pourcentage non négligeable. Le dénominateur commun est la paix, gage d'une sécurité continentale, sous-régionale, nationale et par-dessus tout sociopolitique. Du sommet des grandes résolutions qui ont très souvent du mal à être appliquées sur le terrain, on a déjà compris qu'en 2016, la base sociale familiale se repose sur la femme, mère de l'humanité. Car c'est à elle que revient la maîtrise des chaumières progénitures, leaders d'ici et d'ailleurs. Ce 26e sommet de l'Union africaine recadre ainsi l'éducation de base, l'éducation parentale pour une enfance africaine qui réclame jusqu'ici un bon départ dans la vie. La femme africaine n'est plus qu'une simple consommatrice, voire opprimée reproductrice humaine auprès des hommes. Elle est de plus en plus une alliée incontournable auprès de ceux-ci quand il s'agit de prendre des grandes résolutions. Depuis le ciel de l'Union africaine, ici à Addis Abeba, Léopold Magloire Yando, Yannick Son, Nicolas Ekambi, pour la chaîne panafricaine, Afrique Média. Merci à Magloire Léopold Yando qui sont nos yeux et nos oreilles à Addis Abeba. On parle donc de 26e sommet de l'Union africaine entre droits de l'homme et droits de la femme. Je me retourne vers vous, Paul Ken. Pourquoi mettre un accent particulier sur les droits de la femme et pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Parce que, comme vous le savez, nous sommes au XXIe siècle où il est temps de promouvoir effectivement les talents des femmes. Parce que nous constatons que dans la majorité des pays du monde, c'est les hommes qui dirigent les institutions. Et quand on sait que les hommes, parfois, avec leur manière de faire, nous conduisent toujours à de multiples conflits, on est tenté de penser que les femmes, en tant que mères, qui essayent toujours de consoler quand un enfant crie, pourraient mieux faire que les hommes. Donc, il est temps, effectivement, que nous puissions accorder une certaine crédibilité à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs, pour que nous voyions également de quoi elles sont capables. Cela ne veut pas dire qu'on va prendre n'importe quelle femme, parce qu'il y a des femmes de caractère, des femmes d'expérience, des femmes qui sont bardées de connaissances. Et ce qui va certainement manquer, ou alors ce qu'on pourrait leur apporter, c'est la discipline dans laquelle moi je fais, qu'on appelle le développement personnel, parce qu'il y a des techniques de communication, des manières de faire, l'attitude. Il faut que les professionnels de ce département de développement personnel, les techniques de réalisation personnelle, soient à côté de ces femmes qui vont bientôt prendre en tête la gestion des pays africains. Et je souhaiterais davantage que la dame qui est à la tête de l'Union africaine maintenant, je comprends qu'il y a certaines critiques à son endroit, mais qu'on lui donne encore une seconde ou une troisième chance pour qu'on voit si elle peut davantage améliorer. Ça frise le favoritisme, Monsieur Ken. On n'a pas donné une seconde, une troisième ou quatrième chance aux hommes. Pourquoi ce sera le cas avec les femmes? C'est pas pour remettre en cause ce que vous avez dit. En tout cas, merci pour cette introduction qui nous mène à Maître Tchakounte. On l'a annoncé pour la deuxième partie de ce débat. Maître Tchakounte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On rappelle que vous êtes une militante des droits des femmes. Vous êtes juriste à la base, avocate au barreau du Cameroun. Alors, dans une Afrique minée par les différents mots que l'on connaît, l'approche genre pour la résolution des conflits n'est-elle pas la bienvenue finalement? L'approche genre est non seulement la bienvenue, mais pour ma part, c'est le chemin certain, c'est la solution pour atteindre tout ce que l'Union africaine a prévu pour son continent. Moi, je crois.
Pourquoi? Parce que jusqu'ici, la femme a toujours été en arrière, elle a été relayée au second plan, alors qu'elle est à la base de la société. C'est elle qui porte la vie, c'est elle qui donne la vie, parfois perd la vie en donnant la vie. C'est elle qui éduque, qui prépare l'homme de demain. Ceux qui sont en train de gérer la plupart de nos pays africains sont les fruits des entrailles de la femme qui, après la naissance, les a bâtis, dont ils sont devenus ce que leurs mamans ont bien voulu, naturellement avec la grâce de Dieu. Donc, le rôle de la femme est incontournable. Et avec l'intervention de notre frère, je dis, le développement personnel est nécessaire, pas seulement pour la femme. Toute personne appelée à jouer un certain rôle dans la société a besoin d'être formée dans une certaine discipline et par rapport au comportement affiché ailleurs. Donc, la femme a sa place. Ouais. Il n'est plus question de dire qu'elle est du sexe faible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons le même cerveau. Nous avons les mêmes compétences que les hommes. Hein? Il suffit d'être formé, donc la femme peut tout faire. Mais justement, votre développement qui suscite une autre question, c'est quoi justement les droits des femmes quand le code familial, dans la plupart des pays africains, fait d'elle l'éternelle assistée et spectatrice de la gestion de son foyer, car rappelons-le, tout part de là. À quoi peut aspirer une telle femme quand déjà à la base, elle est assez réduite, elle est aussi réduite, pardon. Oui, mais c'est les textes humains qui les réduisent et je crois qu'il y a une nette évolution par rapport à ça. Le code familial camerounais ne réduit pas la femme à l'éternelle assistée parce que si nous rentrons vers nos origines, nous allons constater, rares sont les femmes africaines qui restaient à la maison. Je vais rentrer en arrière parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Moi je ne reste pas à la maison, je travaille, je suis avocate, mais quand je regarde comment ont vécu nos grands-mères. C'est des femmes qui, sans avoir été à l'école, étaient au champ, elles faisaient... Ce n'est pas des femmes qui attendaient tout de l'homme. Hein? Donc, ce n'est pas des assistées, moi, je ne crois pas. Et elles sont celles qui tiennent la plupart de nos familles. Ouais. C'est les femmes, pour la plupart, qui payent l'école de leurs enfants. C'est elles qui se font du souci pour le bien-être de toute la famille. J'ai envie de dire que dans la plupart des foyers, c'est même les hommes qui sont assistés en général par les femmes. Peut-être, mais il y a qu'elles ont les tâches ingrates, mais quand il faut prendre des décisions en haut lieu, au niveau familial, en général... ce qui est vraiment dommage, vous voyez, le rôle de la femme est très peu reconnu, est très peu admis sur le plan politique surtout. Ouais. Si je prends le cas de mon pays, le Cameroun, c'est tous les jours qu'on nous dit dans les médias que 80% de l'agriculture du pays sont tenus par les femmes. Mais je suis dans la cinquantaine, on n'a pas eu de ministre de l'agriculture qui soit femme, hein, ce qui n'est pas normal. Pourquoi donc reconnaître son mérite au niveau initial alors qu'au moment de prendre les décisions, elle n'est pas là? Qu'est-ce que l'homme fait sur le plan agricole particulièrement? Tout ce qu'il fait, c'est défricher. Qui met la graine au sol, c'est la femme. Qui fait germer, c'est encore la femme. Hein, c'est elle qui surveille. Qui récolte, c'est la femme. Qui transporte, c'est la femme. Qui vend sur la place du marché, c'est encore la femme. C'est donc à tort que les gens continuent de relayer. Les Africains peuvent avoir plusieurs épouses pour opérer ces différentes tâches. C'est juste pour appuyer vos propos, maître. Je me retourne vers Dalvary. C'est une question que je vous adresse également au président Badakani. Pour revenir à ces lois qui, peut-être, contrairement à ce que Maître nous a dit, pour le cas du Cameroun, c'est peut-être différent, mais il y a dans la plupart des pays africains, il y a la loi de la société qui s'appuie généralement sur les lois coutumières et dans certains cas sur les lois religieuses. Alors, rappelons que certaines lois sont difficiles, sont restées pendantes parce que difficile de faire flancher la coutume et même la religion. En réalité, au niveau de ces lois-là, Juliana, disons que ces lois ne vont pas à l'encontre de ce que nous avons dit. Aucune loi, pour ceux qui sont chrétiens, en réalité, moi je suis chrétien, ne dit que l'homme est supérieur à la femme. En réalité, le Créateur dit clairement que l'homme et la femme sont des êtres égaux. Juste qu'il y a un principe d'autorité au niveau de la famille. Ça veut dire que le chef de la famille, c'est l'homme, mais c'est un respect mutuel et c'est de l'amour mutuel. Quand je dis cela, rentrons même dans le contexte du sommet de l'Union africaine. Le thème pour cette année, pour ce sommet, c'est
2016, année des droits de l'homme, année africaine des droits de l'homme, un accent particulier mis sur les droits de la femme. Mais c'est pourquoi l'Union africaine a-t-elle choisi ce thème? L'on se rappelle, et c'est là, c'est ce qu'il faut déplorer dans ce type de thème. L'Union africaine a choisi cela tenant compte du 30e anniversaire. En réalité, c'est le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme et des droits des peuples. Donc, la femme, parce que c'est entré en vigueur en 1986. Et c'est la grande difficulté pour certains pays africains, en particulier, et de l'Afrique en général. C'est que parfois, l'on prend des thèmes, mais sans prendre des dispositions adéquates pour implémenter cela sur le terrain. C'est très simple, nous pouvons comprendre. Manuela, quelqu'un a dit, derrière tout homme se cache une grande femme. Et les gens vont se dire, je peux ne pas être marié. Mais une artiste camerounaise a chanté une chanson que j'apprécie qui dit, la femme, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ton épouse. Ça veut dire de manière directe ou indirecte, vous avez été plus ou moins chouchouté par une épouse. Mais force est de constater que, je me le dis, ça c'est un avis personnel, que le respect que nous devons accorder aux femmes, le respect ne s'arrache pas, le respect se mérite. Prenons des exemples extrêmement simples. J'ai été très très choqué. Parfois je suis choqué dans un certain nombre d'États africains. J'ai remarqué ça dans les États francophones, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, dans certains États. Prenons un jour par exemple qui est le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Dans d'autres pays, chez les anglo-saxons où j'ai eu à être dans ces pays pendant cette période-là, ou hors du continent, en réalité, ce sont des journées de conscientisation. Ce sont des journées où l'on organise des séminaires. Ce sont des journées où on prend la femme pour l'aider à comprendre le rôle concret qu'elle peut jouer dans la société. Mais ce ne sont pas les journées comme certaines femmes peuvent l'interpréter. Et ce qui est à déplorer, des journées où on va dire, on soulève les cabas, les journées où l'on va saouler, où l'on va dormir dehors. En réalité, ça donne l'impression que le pouvoir que la femme a, c'est beaucoup plus pour galvauder. Et c'est le mauvais exemple à suivre. Tout à l'heure, Ponke a fait allusion à Madame Zuma, qui présidait la commission de l'Union africaine. C'est pourquoi je dis, moi je pense, à mon avis, qu'une femme compétente doit occuper un poste qu'un homme compétent peut occuper. Quand nous prenons le cas de Zuma, son bilan au sommet de l'Union, à la commission de l'Union africaine est pratiquement nul. Et cela n'encourage pas. En dehors d'elle, je continue, je prends d'autres exemples simples. Au Cameroun, par exemple, au niveau du gouvernement, nous avons vu une femme qui a présidé au département du ministère de la Culture. Le bilan était comment? Nul. Et cela n'est pas encourageant. Moi, je dis ceci. Il y a des femmes compétentes. Et l'on devrait prendre des femmes compétentes pour mettre aux places qu'il faut. Et pour finir, il y a des grands financiers mondiaux qui ont compris le principe. Rockefeller l'a dit, les Rothschild l'ont dit. Qui détient la bourse d'un pays détient la nation. Et en réalité, l'on devrait aider les femmes à prendre le pouvoir économique. Il y en a des possibilités. J'en ai fait des séminaires. Merci à vous d'aller parler du pouvoir économique. Président Madakani, on sait que le secteur informel est occupé par les jeunes, les femmes en majorité, les associations de tontines et autres. Elles gèrent bien, tout comme elles gèrent bien leur foyer. Hier que Davaris a pris peut-être mauvais exemple sur le mauvais côté de l'émancipation de la femme africaine. Mais d'un autre côté, il y a des femmes africaines de poigne qui malheureusement n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Bon, je n'analyse pas les compétences des femmes à l'aune de quelques femmes qui, dans un gouvernement là-bas au Cameroun, se sont illustrées négativement. Ouais. D'ailleurs, même si on prend ce critère, quelques femmes ont été nulles, mais la plupart du temps, les hommes sont nuls dans ce pays-là. Ils sont même très nuls. Donc, qui m'excuse, ce n'est pas... voilà, donc vraiment, pour moi, ce n'est pas ça qui peut justifier qu'on ne fasse pas confiance aux femmes. Les femmes ont fait leur preuve. M. Tchakounte l'a si bien souligné, ce n'est pas dit. Dans ce pays-là qu'on appelle le Cameroun, on sait bien qu'à la faveur de la crise et des programmes d'ajustement structurel, c'est les femmes qui ont sauvé la nation. C'est les femmes qui ont pris le pays en charge en colmatant les défaillances objectives et même subjectives, n'est-ce pas, des hommes liés à tout ce qui est arrivé dans le pays sur le plan économique. C'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour tous les pays africains. Tous les pays africains. Donc cela va sans dire. Maintenant, moi, je vais attaquer c'est le concept même du genre, moi, qui m'énerve. C'est le concept là même qui me pose problème. Je ne pense pas qu'on puisse concevoir le destin des femmes sans celui des hommes. Moi, je ne conçois pas ça. Et le concept genre, là, tel que ça a été formulé, et on sait d'où ça vient, c'est les concepts occidentaux,
tel que ça a été formulé, tend à opposer la femme à l'homme. Est-ce que c'est avec une intention Je vous en prie. de Bien scission sûr, entre les bien deux sûr. genres? Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que l'Union africaine n'a pas choisi plutôt de mettre un accent sur les droits des femmes pour les mettre un peu plus en exergue? L'Union africaine, je répète, comme un perroquet, le concept, peut-être qu'il a été développé par l'institution occidentale. Derrière, il y a un projet géopolitique, je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas organiser la déstructuration d'une société, sur le plan économique, sur le plan social. Et c'est qui a pour conséquence l'aggravation des conditions de vie des femmes, en plus d'avoir. La conséquence directe, c'est ça. Lorsqu'il y a les crises dans les pays africains, ceux qui sont marginalisés en termes de scolarisation, c'est d'abord les femmes. Maintenant, dans le foyer, elles ont encore un surplus de travail, puisqu'elles portent la famille sur le dos. Ça veut dire que ceux qui mettent sur pied cette politique, ça veut dire qu'en réalité, détruisent encore les femmes. Mais c'est les mêmes personnes qui, une fois qu'ils ont mis cette politique sur pied, sortent avec les concepts du genre, que voilà par exemple, nous allons faire la promotion de la femme. Derrière, il y a des manœuvres géopolitiques essentielles. Pour un, diviser nos sociétés, d'abord. Deux, faire des politiques néo-malthusiennes qui ne disaient pas leur nom, en se cachant derrière ce concept-là. Donc, vous ne pouvez pas faire la promotion des femmes dans une société en mettant de côté les hommes, en les opposant aux hommes. C'est la famille dans son ensemble dont il faut faire la promotion, et la maman et les femmes dans leur rôle. Deuxième élément, quand on parle de promotion de la femme, j'ai observé ça. On a tendance à faire la promotion de la femme, peut-être, disons, entre guillemets, qui travaille, on parle de postes politiques, on parle de postes de maladie d'entreprise. C'est-à-dire que l'image qu'on donne de la réussite d'une femme qui est réussie, il faut qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle ait un emploi de prestige, qu'elle ait un poste politique. Mais moi, je ne partage pas ça. Je n'ai rien contre. Mais pourquoi est-ce qu'on méprise le travail des ménagères? Est-ce qu'une femme ménagère n'est pas une femme? Qui de nous aurait pu être là où il est aujourd'hui sans avoir été porté par une maman? Le travail le plus grand sur cette terre, c'est le travail de maman. Alors pourquoi est-ce que le travail des ménagères, on a tendance dans ces concepts-là à mettre ça de côté, à dévaloriser cela? C'est ce qu'on fait. Or, c'est la fonction de la plupart des femmes africaines. Les plus nombreuses sont ménagères. Et l'un des problèmes majeurs des sociétés africaines, c'est que justement, on n'a pas encore valorisé le travail de ménagère dans le foyer. Pour être ménagère, je ne vous l'apprends pas. Il faut être polytechnicienne. Les femmes à la maison font tout. Vous devez être médecin, entre guillemets, couturière. Vous devez être tout, cuisinière. Vous devez être mathématicienne. Vous devez être institutrice. C'est-à-dire qu'une maman au foyer fait tout. Elle dit, c'est une polytechnicienne. Et ce travail qui est essentiel à la vie de la nation n'est valorisé dans aucun pays africain. On nous apporte des concepts comme ça. Ils ont d'ailleurs les plus tristes revenus. Hein. Ce n'est pas valorisé. Or, une des conditions pour que les pays africains émergent, c'est qu'on valorise le travail de la ménagère. C'est-à-dire quoi? De la ménagère. C'est-à-dire quoi? Le travail qui produit l'être humain. C'est dans la famille qu'on produit la vie, l'être humain. C'est dans la famille. La première entreprise fondamentale d'une société, c'est la famille. Puisque la famille produit la ressource la plus importante d'une société, à savoir l'être humain. Or, ce travail est dévalorisé avec ce genre de concepts qu'on promeut, qui sont complètement déracinés et qui n'ont pas qui ne visent pas à émanciper réellement les femmes africaines. Quand je l'ai dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'enfermer dans le foyer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a d'ailleurs les femmes aujourd'hui qui concilient très bien une activité professionnelle avec le travail de femmes au foyer. De maison, il y en a, donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que nous devons nous méfier de ce concept genre, qui depuis que c'est entré dans les pays africains, vise plutôt à diviser nos sociétés, à les mettre à la remorque des sociétés occidentales en termes de conception de la famille, mais et surtout, cacher des politiques néo-malthusiennes qui visent une fois de plus à bloquer l'essor des pays africains. Merci à vous, Président Bandakani. Quand vous parlez de ces ménagères-là, que l'on peut considérer comme des sans-voix, il faut bien une voix pour porter celle des sans-voix. Il faut que cela se passe au niveau politique. Et on remarque, M. Tchakounté, que politiquement, très peu de femmes sont véritablement engagées. Elles servent généralement de bétail électoral. Pour ce qui est de l'engagement, le travail de Lamini Zouma à la tête de l'Union africaine reste discutable, alors que Fatou Bensouda est un modèle tristement célèbre et le sort de Mme Simone Bagbo n'est pas du tout enviable. Avec tout ça, comment motiver les femmes à s'engager en politique?
Comment encourager les femmes à s'engager en politique? En politique, il faut simplement les sensibiliser. Il faut qu'elles prennent conscience de ce qu'elles peuvent faire au-delà de ce qu'elles pensent. Permettez que je vous arrête, maître. Quand je parle politique, c'est un terme générique. Il y a également des organisations de la société civile qui œuvrent dans ce sens, qui sont de véritables militantes, qui peuvent défendre le droit de ces femmes-là. Justement, je fais dans ce sens. Moi, je suis présidente d'une association et nous faisons même du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes. Il faut simplement qu'elles prennent conscience parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la pesanteur culturelle. C'est vrai que la coutume pèse lourdement sur la plupart de nos femmes. Même les hommes intellectuels n'admettent pas que la femme aille au-delà d'une certaine fonction. Donc, il y a la coutume qu'on doit travailler. Et c'est même une mauvaise coutume parce qu'en réalité, est-ce qu'à la base, la femme ne faisait pas? Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas? Monsieur Bandakani a tout résumé en disant que la femme est polytechnicienne. Donc, si on l'encourage à aller au-delà de ce qu'elle peut faire dans le ménage, moi, je crois que les choses vont changer. Si les unes ont échoué, d'autres peuvent valablement émerger. Je ne sais pas ce que moi, je ne peux pas faire. Oui. Sur le plan social, sur le plan politique, je suis aguerrie, je suis prête pour tout. Donc, nous devons continuer à sensibiliser nos sœurs qui ne s'y connaissent pas, qui ne comprennent pas encore bien qu'étant pleines de talent. Oui. On reviendra pour interroger les capacités de l'Union africaine à intégrer les droits des femmes. Bandakani n'aime pas le concept dans la gestion, le concept genre, voilà, dans la gestion de nos sociétés sur le continent. L'Union africaine n'a pas intégré les droits des femmes? Je vous en prie. Je demande si vous croyez que l'Union africaine n'a pas intégré. Est-ce que l'Union africaine n'a pas intégré les droits des femmes? On parle d'un thème qui aura, c'est un sujet qui sera débattu pendant ce sommet de l'Union africaine. Oui. Et on veut savoir véritablement où veut aller l'Union africaine, car on peut douter de ces différentes résolutions prises antérieurement qui jusqu'ici n'ont pas porté des fruits. Oui, ok, d'accord. Nous nous accordons sur le fait que les droits soient prévus. L'Union africaine a plusieurs instruments juridiques en faveur de la femme. Le problème, c'est la mise en pratique. Tout à fait. Et comme l'Union n'a pas pour mission d'obliger les États membres à pratiquer, chaque chef de gouvernement en fait ce qu'il veut. C'est ça le problème. Les textes sont beaux, bien élaborés. C'est la mise en pratique qui fait problème. C'est la mise en pratique. Merci, M. Akounte. Paul Ken voudrait réagir avant que l'on Djamena. Je voudrais dire quelque chose parce que M. Bandakani a très bien fait d'évoquer ici le cas des ménagères. Ouais. Les femmes aujourd'hui qui sont ménagères dans certaines maisons, certains foyers, sont victimes de certaines persécutions qui viennent directement d'autres femmes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que les femmes ménagères soient très bien traitées, surtout sur le plan salaire et surtout dans l'attitude de leur adresser certaines paroles parce qu'elles restent des êtres humains, même si elles n'ont pas un métier qui est très valorisé. Mais c'est l'occasion aussi d'appeler les gouvernements africains, notamment le mien et le nôtre au Cameroun, pour que les femmes ménagères qui touchent des salaires vraiment de catéchistes, parce que ces femmes-là ont le destin de votre maison, de vos enfants, pour quelques erreurs, elles peuvent tout foutre en l'air et je suis sûr que les dégâts seront incommensurables. Donc il faut que les femmes qui ont des ménagères à leur charge, qu'elles comprennent que c'est des êtres humains. Parce que qui dit panafricanisme pense également à l'humanisme. Et rappelons qu'elles ne sont pas là pour faire le travail que les femmes ne sont incapables de faire, que leur patronne est incapable de faire, mais elles sont là surtout pour le faire parce que vous ne pouvez pas le faire du fait de vos occupations multiples. Ceci nous amène donc à retrouver Isaac dimanche à Djamena. Isaac, vous avez à nouveau l'antenne. Rappelons que juste derrière vous, on va reprendre quelques appels avant de conclure le débat. Oui, bien Juliana, et nous savons très bien que le chemin est long, mais ça y est. Et le Tchad n'est pas présent avec une femme au plateau parce que malheureusement, il y a une marche à faire et elle est longue peut-être, mais pas du tout longue. Monsieur le directeur de droits de l'homme,
Le droit des femmes s'invite au 26e sommet de l'UA. Le Tchad est partant? Monsieur Isaac, le Tchad est effectivement partant parce que vous êtes sur le terrain, vous savez que les droits des femmes au Tchad, c'est une réalité. Même si enfin les habitudes ont la peau dure, mais il faut reconnaître que le Tchad a ratifié des instruments, des conventions. Mais il ne suffit pas de ratifier, il faut l'appliquer. J'arrive, c'est vrai. Le Tchad a ratifié un certain nombre d'instruments concernant les femmes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me démentir parce que les femmes sont au gouvernement, ils sont au Parlement et partout dans la vie publique. Mais il faut reconnaître, comme l'a dit Maître Tchakounté tout à l'heure, c'est des efforts. La mise en œuvre, ça se fait au jour le jour, parce qu'il ne suffit pas de ratifier un instrument, mais la mise en œuvre qui est très importante. Mais par rapport à la mise en œuvre, il faut reconnaître que le Tchad fait de grands efforts. Et effectivement, vous conviendrez avec moi, par exemple, qu'il y a de cela quelques jours, au mois de décembre, le Tchad a abrité un séminaire international sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont faisait mention tout à l'heure Maître Tchakounté. Et le Tchad a ratifié cette Cour. Et en ratifiant cette Cour, fait large devoir, c'est-à-dire en s'alliant dans la droite ligne de la politique qui anime les droits de l'homme en Afrique. Mais pour ce qui concerne les femmes, il faut reconnaître que les pays africains font des ouvertures. Il faut reconnaître que nous sommes partis des conférences internationales en parlant par exemple de Mexico 1975, et puis ensuite on est arrivé à Copenhague en 80 et Nairobi 85, et nous sommes partis de Nouakchott de 1977 pour arriver à Beijing par rapport à Dakar en 95. Mais tous ces éléments, c'était pour enfin la mise en œuvre des droits des femmes à différents niveaux. Il y a beaucoup d'actes qui ont été pris. Mais le problème, c'est que en face, ceux qui sont concernés par la chose devaient s'afficher, devaient s'imposer. Parce que quand on a déjà un instrument entre les mains, il faut donc la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre-là, il faut des efforts. Je me rappelle tout de suite, Maître Tchakounté disait on dit que les femmes évoluent plus dans le secteur agricole et qu'il n'y a pas eu de ministre de l'agriculture au Cameroun. Et ministre femme de l'agriculture au Cameroun, et que pendant les prises de décision, les femmes sont absentes. Et un panéliste, en retour, a dit que non, il y a eu des bilans qui n'ont pas été fastidieux. Mais au Tchad, l'actuel ministre de l'agriculture, elle est femme. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, le président de la Haute Cour de justice est une femme. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça que nous pouvons citer, mais les femmes devaient plutôt animer la scène politique, l'appareil administratif et politique, pour faire de manière que ces sœurs adhèrent à la chose. Il ne suffit pas de rester dans le bureau, mais on devait plutôt entreprendre des actions de grande envergure pour sensibiliser les sœurs à la cause des instruments qui ont été votés. Si l'État fait des efforts pour ratifier les actes, il revient maintenant aux acteurs en place d'adhérer à la chose et de faire de manière à ce que les actions sur le terrain puissent être visibles. La visibilité à ce moment-là incombe plus à nos sœurs qui doivent comprendre que on ne les accompagnera pas, mais elles doivent s'imposer et arracher l'admiration de tous ceux qui sont là sur le terrain. À ce niveau-là, moi je pense qu'eux, ils vont s'assurer. Et par rapport, pour revenir à votre question, est-ce que le Tchad est partant? Je dis qu'effectivement le Tchad est partant. Je n'ai pas besoin de vous citer un certain nombre de dispositions ici qui ont été prises. Les exemples sont légion par rapport aux droits des femmes. Et pour parler de l'approche genre, je pense que les femmes devaient cultiver ça pour faire de manière à ce qu'il faut mettre tout le monde en présence, que de se mettre en autarcie, comme si, enfin, l'aspect genre ne concernait qu'une entité des femmes. Il faut adhérer tout le monde à la chose pour que ça puisse
être plus visible à travers le pays. Et à ce niveau-là, moi, je pense que les instruments restent et à leur disposition. Parce que si elles agissent conformément à la loi, rien ne peut arriver. Et à ce niveau-là, moi, je pense que les femmes, elles doivent comprendre que ce qui est à leur disposition reste à leur disposition, mais elles participent déjà à de nombreuses activités de la vie publique, administrative, et il reste donc il y a donc plusieurs instances qui ont été créées, notamment le ministère de la Femme, qui est un cadre purement de réflexion où on y retrouve des techniciens qui réfléchissent sur l'aspect genre, sur les activités qui doivent mener les femmes. Au Tchad également, il y a une maison pour les femmes et je pense que c'est déjà quelque chose et on peut espérer. Intégration africaine. La femme, n'est-ce pas un moyen d'intégration? Monsieur Dounia Tok Yanga. Oui, si nous considérons la famille comme le noyau central de la société et que la femme joue le rôle principal dans ce noyau central de la société, la femme est bel et bien le trait d'union de la société. Mais ce que je reproche à nos sœurs, parce qu'il faut commencer par là, au Tchad, ici, on écoute souvent les femmes dire « Je ne suis qu'une femme, nous ne sommes que des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hostilité des hommes ?» Donc, il est ici, on a beau lutter pour les femmes, il y a aussi le concept de l'émancipation de la femme où les hommes même ont milité pour cela. Même tout à l'heure, un grand frère à Douala a dit qu'il plaide la cause des ménagères, mais il faut que les femmes africaines prennent responsabilité à l'exemple des femmes occidentales, américaines et autres. Voilà. Pour revenir à la question de la ménagère, par exemple. Quand on faisait le recensement électoral quelque part, le chef du lieu disait, quand on demandait aux femmes, « Madame, quelle est votre profession ?» Le chef dit, « Mais est-ce que la femme a quelle profession ?» Toute femme n'est que ménagère. Donc, ménagère, oui. Mais comme le grand frère l'a dit, ménagère, elle sert. Et un serviteur n'est pas quelqu'un à négliger. Hein? Si un serviteur était quelqu'un à négliger, Jésus, le Christ, ne va pas descendre pour laver les pieds de ses disciples. Donc, le Tchad part à Addis Abeba pour parler des droits de l'homme et des droits de la femme. Mais je pense que nous, ici au Tchad, à voir comment nous arrachons toutes les places aux femmes, le Tchad doit aller plutôt plaider la cause des femmes, mais pas la cause des hommes là-bas. Parce que dans notre assemblée, il y a 163 hommes, mais 25 femmes seulement. Et dans les 12 grandes villes, des 42 grandes villes du Tchad, où les maires ont été élus en 2012, parmi les 42 maires, une seule femme. Vous voyez. Et là, encore le président de la République, Idriss Déby Itno, il a dit qu'il faut un quota de 30% dans toutes les institutions de l'État. Mais cela n'est pas respecté. Cela n'est pas respecté. Et au début de l'année 2000, il y a un projet de code des personnes et de la famille typiquement tchadien qui a été initié. Hein? Mais ce code souffre d'être adopté. Hein? Parce que il n'y a pas longtemps, en 2006 par exemple, l'Union des cadres musulmans du Tchad et certains leaders chrétiens ont rejeté plusieurs dispositions de ce projet de code. Et ils estiment que c'est contraire à la charia et à la Bible. Pourtant, ce code typiquement africain basé sur la culture tchadienne, nous voulons que cela puisse faire le contrepoids du code français qu'on pense que c'est caduc pour notre pays et pour les pays africains. Alors, si le code français ne peut pas favoriser la femme dans leur émancipation, et si encore on veut mettre sur pied un code tchadien pour aider les femmes à émerger et que les religieux ou les traditionalistes ne veulent pas de cette code, mais je me demande comment on doit faire. C'est pourquoi je dis il faut que le Tchad aille prendre la parole là-bas à Addis Abeba en faveur des femmes. Parce que encore, il y a eu aussi un projet de politique nationale du genre, même si le grand frère là-bas à Douala, il n'aime pas le concept genre, mais il y a aussi un projet de politique nationale du genre qui a été élaboré par le gouvernement tchadien avec l'aide des partenaires en 2011. Mais cela aussi n'a pas été adopté.
Et ce qui a amené une grande dame aussi, la coordinatrice du programme des droits de la femme, Madame Brigitte Toponantique, à dire qu'avec cette politique nationale genre qui a été élaborée, si elle venait à voir le jour, la question d'inégalité sera réglée. Mais si les hommes au Tchad ne veulent pas qu'on adopte cette code-là, c'est parce que les hommes tchadiens ont peur que si cette code est adoptée, les femmes prendront le dessus. Donc maintenant, le Tchad doit plaider plutôt la cause des femmes à Addis Abeba, le droit des femmes à Addis Abeba, mais pas le droit des hommes. Même si c'est une manière décalée de parler, mais c'est pour aider les femmes à émerger dans notre pays. Oui, ça c'est votre avis et votre point de vue compte également pour le téléspectateur. Et monsieur le directeur général des droits de l'homme au ministère de la Justice, quand même c'est un titre, mais tout de même, quelle femme voudrions-nous avoir si l'éducation peine à vraiment être effective en ce qui concerne l'éducation de la femme, je veux dire de nos filles? De toute manière, il faut reconnaître que toute action de bienfaisance vient toujours de la femme. Nous avons vu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, femme mère, femme sœur, femme épouse, c'est-à-dire elle est au début et à la fin. Pour cela, il faut qu'on reconnaisse qu'elles font beaucoup d'efforts, mais elles, en retour, doivent aussi faire beaucoup d'efforts pour s'imposer, je l'avais dit tantôt. Pour parler tout de suite, pour revenir à mais ce quand que... vous le retenez avec les traditions et autres qui peuvent venir à cette émancipation... Mais la tradition, elle s'impose d'elle-même. Elle n'est pas cultivée par l'homme ni la femme, mais c'est une tradition qui est ancrée en vous et en la femme. Parce que... Quand bien même elle est religieuse ou quoi? Reconnaissez que quand vous vous retrouvez à une cérémonie dans un village, on n'a pas besoin de dire les femmes mettez-vous de côté, elles se mettent toujours derrière les hommes. Voilà, ça c'est connu. Donc ça veut dire que rien n'étonne. Et même aujourd'hui, même quand vous vous retrouvez quelque part, les femmes qui occupent les hautes fonctions, vous allez voir tout ce quand elles arrivent, elles voient les hommes, elles n'arrivent pas à se retenir. Elle va toujours chercher à se mettre de côté si le protocole ne s'impose pas. C'est pour dire qu'il y a une réalité en face, mais qu'ensemble, on devait chercher à combattre et à faire de manière à ce que les femmes s'imposent d'elles-mêmes. Et le combat, la participation des femmes? Le combat, c'est la participation des femmes, parce qu'elles-mêmes reconnaissent que le Tchad a fait d'énormes efforts dans la ratification des instruments juridiques, que tant au niveau international, régional et sous-régional, pour reconnaître je n'ai pas besoin de citer, c'est une panoplie de textes qui sont mis en place, elles-mêmes elles sont conscientes, elles savent que c'est ça. Et la mise en œuvre, je l'avais dit tantôt, les habitudes ont la peau dure. Mais nous pensons qu'avec ce qui est entrepris en ce moment, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on arrivera donc à donner, le temps soit peu, à la femme le moment qu'elle pourra évoluer. Aujourd'hui déjà, vous voyez que dans la fonction publique tchadienne, nous sommes à 13,8% par rapport au chiffre de l'INSET. C'est déjà des efforts. Et les femmes commencent déjà par faire des gros efforts dans les institutions. Les femmes sont nombreuses déjà au poste de directrices, des DG et des ministres. Ça veut dire qu'à ce niveau, elles devaient aussi initier des actions pour faire comprendre à leurs consoeurs que le combat, ça s'arrache. Monsieur le directeur, je voulais encore rebondir sur la question de l'intégration. Est-ce que pourquoi on peine à avoir cette intégration effective? Est-ce qu'on ne peut pas passer par les femmes? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'au Cameroun, il y a beaucoup de Tchadiennes qui sont mariées là-bas et beaucoup de Camerounaises qui sont mariées au Tchad. Donc, c'est un exemple pour dire qu'à travers la femme, on peut effectivement atteindre le but de cette intégration. Parce que notre lutte panafricaine, c'est l'unité de l'Afrique, pour ne pas dire les États-Unis d'Afrique. Oui, le problème d'intégration entre les pays, en réalité, est résolu depuis la nuit des temps. Parce que vous savez que quand vous quittez votre village pour vous marier dans un autre village, c'est l'intégration. C'était une manière d'étendre les relations. Et là, à ce niveau, si vous vous mariez dans le village et que quelque chose venait à vous arriver, automatiquement, les gens sont prêts à intervenir. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Mais sauf que vous comprenez que
les frontières sont venues avec des instruments qu'il faut gérer les intérêts des pays et puis ainsi de suite, la souveraineté. On fait de manière à ce que l'intervention devienne difficile. Mais si nos sœurs pouvaient intégrer ça dans leurs activités, dans leur lutte, cela pourrait plutôt consoler. Parce que quand vous savez, quand l'homme est trop fâché, il n'y a que seule la femme qui peut le consoler. Espérons que ce que femme veut, Dieu le veut, que justement les femmes voudront bien arracher cette place qui est la leur. Merci. Isaac, merci Isaac et merci également au panel de N'Djamena. Je retrouve mon panel et je me retourne vers vous. Peut-être avant les panélistes, on va voir si on a des appels. On va prendre les tout derniers appelants. M. Chakounté, avant de vous retrouver, on prend la direction du standard. Bonsoir, on vous écoute. Vous vous présentez, vous contribuez. Allô? Vous êtes à l'antenne, cher monsieur, on vous écoute. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Allô? Vous êtes à l'antenne. Oui, je sais que je j'appelle de la Côte d'Ivoire. Je voudrais participer à l'émission, panéliste. Alors, des problèmes avec ce téléspectateur. On va voir si la technique peut le recaler. Sinon, on prend quelqu'un d'autre au téléphone. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonjour Madame Tada et bonjour à tous vos illustres invités. C'est toujours avec joie que nous accueillons tous les conseils de vos panélistes par rapport aux différents sujets que vous développez. Mais ce soir, honnêtement, je suis en colère. Je suis en colère parce que l'Union africaine est complètement hors sujet. Pour moi, qui est un homme qui vient de l'Ouest, je dis, quand je regarde le nom qu'on donne aux femmes au Cameroun, dans toutes les régions, ça montre qu'on n'avait pas de problème des droits des femmes en Afrique. Le problème des droits des femmes a commencé avec l'arrivée de l'Occident, avec toutes ces perturbations. Mais ceci étant, moi je dirais que le premier droit des hommes et des femmes, c'est leur sécurité. En ce moment où le monde est vraiment en difficulté, où tout le monde est en tourmente, la